Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Vous êtes au Fouta, à l'Abbé Centre, à Dalaba, mais aussi à Pita. Vous devez regarder à la télévision tous les soirs. Vous avez rendez-vous avec cette émission à 22h37 après le JT de la rédaction de Moussa Moïse. On s'intéresse à cette affaire qui fait du ramdam dans l'opinion, au sein de l'opinion. L'affaire qui défraie la chronique depuis plusieurs jours. Elle fait désormais d'une procédure judiciaire le mariage d'une fillette de 13 ans le 28 février dernier dans la préfecture de Mali, suscite de l'indignation au sein de l'opinion. Mais si l'époux fait déjà l'objet d'une arrestation, aucune sanction ne semble être envisagée contre les parents et les religieux qui ont donné leur caution, leur onction à cette union. Quels sont les contours de cette affaire? On pose la question ce soir sur Espace TV. Adja Idriss Saba, elle est présidente du Parlement des jeunes filles leaders de Guinée. Vous allez l'entendre ce matin. Et à sa suite, monsieur le préfet de Mali, Elhaj Harouna Soare, qui va aussi intervenir dans cette émission. Bonjour Tamba. Bonjour Abakar, bonjour Mohamed Mara, bonjour. Bonjour Abakar, bonjour à tous. Madame la préfète, bonjour. Bonjour Abakar. Bien. Merci Mohamed pour commencer ces missions de vérification dans les établissements publics. Ça coince Mohamed. Ouais, comme je vous l'avais prédit ici, ça ne pouvait que coincer, tout simplement. Parce que vous avez suivi les résultats de ces audits. Peut-être vous commencez pas de Roby encore ce matin. Pour le moment. Oui, mais il avait promis Tamba. Non. Et toi tu as promis et tu as respecté. Attention, attention. Bien, c'est comme ça. Exactement, je ne sais pas exactement à quelle heure il est arrivé. Pas de Roby. Mais il est entré dans cette salle, il est entré dans la salle de rédaction bien après 8h45. Non, en fait, j'ai eu le temps. J'ai eu tout le temps. Il est à l'heure. Abakar. Il est venu même avant. L'enjeu permet, depuis hier, c'était qu'on démarre cette émission avec moi. Ouais. J'ai eu le temps de venir, de déposer ma voiture au lavage, de revenir à pied, de monter, de saluer tout le monde, de passer au bureau avant de venir dans ce studio. Ouais, de te faire maquiller aussi. Ah ben absolument, j'ai eu tout ce temps-là. Bien. Voilà. C'est un honneur. Et j'ai fait quasiment tout cela, mais je suis arrivé bien longtemps avant lui. Ouais. Voilà. Et ça on le sait, franchement. Voilà. Ouais. Donc calme-toi jeune homme. Et quant à Roby, il faut le laisser faire du Roby. C'est le contraire qui m'aurait étonné. Je crois que il y a une programmation génétique liée au retard dans ce sujet. Non, c'est important. Non. Bien. Parce que ce que je dis là de Roby, c'est valable pour tous les employés de toutes les boîtes. Voilà. Roby, il a dit hier qu'il est un peu l'indiscipliné de cette émission. Donc il faut le recadrer. Roby, où que tu sois, prends taxi, moto, laisse ta voiture, s'il te plaît, et viens rapidement ensuite. Sauve ta face, soldat. Sauve ta face. Bien. Voilà. Alors, pour ces audits, revenons à un sujet quand même très sérieux. On a suivi notamment, si vous voulez, cette odyssée judiciaire. Que ce soit contre le patron de l'Office guinéen des chargeurs, l'ami de Tamba, qui lui a déjà écopé d'une condamnation, que ce soit, comment dirais-je, contre M. Paul Moussa Diawara, et d'ailleurs contre lequel il y a eu une réquisition la dernière fois. Les parties ont déjà déposé leurs conclusions, donc il va y avoir un verdict, je crois, le 1er avril à venir. Et là également, il y a des choses, des questions que je me pose, parce qu'à l'origine, vous vous rappelez de la plainte qui portait sur 39 milliards. Moi, j'ai été étonné de voir en cours de procès vers la fin que désormais c'est 42 milliards. Plus de 42 milliards. Alors que la contre-expertise, elle, avait plutôt soulevé la question de 14 milliards. Ouais. Alors, pourquoi tout ceci n'a pas été pris en compte? Je ne sais pas trop, mais on va suivre cette affaire-là un peu de près. Maintenant, de l'autre côté, vous savez que récemment, le Premier ministre a demandé notamment aux enquêteurs attitrés de s'intéresser à 7 autres régies financières de l'État. Mais depuis, si vous avez fait attention, on n'entend plus rien. Et les lignes n'ont pas bougé. La raison, elle n'est pas compliquée, elle est simple. C'est que dans le propre camp du président, donc dans la famille politique du président de la République, dont Kassori bien entendu fait partie, il y a beaucoup de suspicions. Kassori Fofana, on connaît ses habitudes, notamment quand il était déjà aux affaires dans les années 98-2000. On sait, si vous voulez, combien de fois il adule les jeunes et aime leur donner leur chance, il les place. Et beaucoup
de ceux qui étaient des jeunes hier sont aujourd'hui quand même à des postes importants de l'appareil administratif. Et depuis son retour, vrai ou faux, mais il se trouve que des gens proches à lui se retrouvent également dans l'appareil administratif. Mais ce qui se passe, c'est qu'au RPG Arc-en-Ciel, dont notamment... Des gens proches de lui, c'est relativement même. J'en viens. Je dis, j'en viens. Mais il se trouve qu'au RPG Arc-en-Ciel, les personnes qui ont déjà fait l'objet d'audit et celles qui doivent faire l'objet d'audit sont toutes, notamment de la mouvance présidentielle. Presque toutes. Presque. Et le parti réagit. Les responsables disent carrément au président de la République en personne que, en fait, Kassory veut tuer leur parti en leur retirant tout leur soutien, un à un notamment, de ces différentes régies financières de l'État. Vous connaissez l'importance d'une régie financière ici en Guinée quand il s'agit de mener campagne. Vous connaissez leur importance quand il s'agit notamment d'accompagner une action du chef de l'État, notamment à l'intérieur du pays. Vous avez suivi même à l'anniversaire, le 4, donc avant-hier, du chef de l'État, vous avez vu ces affiches géantes à travers la capitale, encore là, confectionné par un patron, peut-être pas d'une régie financière de l'État, mais un directeur général quand même d'un office de l'État. Donc, ils sont importants pour l'appareil du parti, même si la loi l'interdit. Alors, mais on va plus loin. Les gens sont allés plus loin. Ils ont fait la remarque au chef de l'État, qu'ils auraient fait en tout cas cette remarque-là, que pratiquement les gens qui sont dégommés, sauf erreur, sont toutes de la même région. Et que pratiquement pour remplacer notamment les 4 qui sont tombés, il y a 3 au moins qui sont de la région d'origine de M. Kassory Fofana. Voici l'accusation, en fait, qui, à mon avis, bloque aujourd'hui le Premier ministre lui-même. C'est petit comme calcul. Oui, mais c'est ce qu'ils se disent. C'est ça, malheureusement, ce qui se dit. En fait, c'est triste. Pourquoi nous en parlons ici? Vous savez, si vous ne voulez pas des ténèbres, ne vous battez pas. Il ne sert à rien de vous battre contre les ténèbres. Simplement, appuyez sur l'interrupteur, allumez l'ampoule. Les ténèbres fuiront d'elles-mêmes. Il faut faire la lumière sur cette histoire-là. Il faut en parler, il faut dénoncer pour que les gens sachent ce qu'ils veulent. Kassory Fofana, je suis l'un de ses plus grands pourfendeurs quant à ses méthodes. Parce que moi, je lui reproche, par exemple, de n'avoir pas encore déclaré ses biens. Si ses biens sont déclarés... Attendez. Il a fait peut-être que ça n'a pas été rendu public. Attendez, non. La loi dit non, c'est pas des biens déclarés. Je suis désolé. Si les biens sont déclarés, la loi est formelle là-dessus. Sur notamment la Cour constitutionnelle, la déclaration des biens fait l'objet d'une publication au journal officiel de la République. Tout à fait. Ça, c'est pas encore publié. Moi, j'ai plutôt comment on appelle ça, demandé au ministre de l'Unité nationale de la citoyenneté, quand même, qui était dans la transparence, Monsieur Tarrant, je lui pose la question, est-ce qu'il a déclaré ses biens? C'est une question qui reste maintenue. Publiez ce que vous payez. Donc on va lui demander, vrai, publier ce dont vous disposez. Voilà, publier ce dont il dispose. C'est très important. Alors, voilà pourquoi je pense qu'il y a une double vitesse dans la démarche du Premier ministre. Il faut de la cohérence. Il faut que lui-même donne le ton. Il faut qu'il oblige ces différents ministres à donner le ton. Moi, je pense même que dans les conditions normales, les auditeurs doivent faire l'objet. Non seulement ils doivent prêter serment, c'est vrai, ça c'est connu, mais ils doivent aussi déclarer leurs biens. Il est important si on veut moraliser la vie publique. Maintenant, ce qui est en train de se passer de l'autre côté, c'est que la politique ou la machine ethnico-politique qui malheureusement gangrène ce pays depuis des années, aussi s'est mise en branle. On peut comprendre, c'est humain. Moi, je comprends, si vous voulez, la frayeur, notamment chez les responsables du RPG. Ça, c'est humain. Parce qu'on se dit, il y a 3 déjà qui ont été invincés, et c'est quoi, qu'est-ce qu'il veut? Mais de là à dire que Kassory remplace ces gens-là systématiquement par ses hommes, là, je rappelle une chose. Toutes les personnes nommées... C'est politiquement incorrect. Et bien malhonnête. Attendez, politiquement malhonnête. Je ne le dirai pas ainsi, mais je dis simplement que cela reste à prouver. Parce que celui qui nomme à ces postes-là, c'est le monsieur qui détient le pouvoir discrétionnaire, qu'on appelle le président de la République de Guinée. C'est le professeur Alpha Condé. C'est lui qui nomme. Et secondo, c'est pas Kassory qui a nommé Kapi. Non, c'est pas Kassory qui a nommé Aminata Sissé. Et là, c'est le deuxième point. Voilà. Lorsque vous regardez Ibrahima Kapi est un proche du professeur Alpha Condé et non pas de Kassory. Tout à fait. Attention, depuis l'époque où j'enquêtais dans l'affaire, comment on appelle ça, de l'Office guinéen de la publicité, à l'époque déjà, je relevais que Kapi, avec le soutien et la baraka notamment de Kiridi,
lorgnait sur ce poste et qu'il allait y être parachuté. Vous vous souvenez au moins un an avant. Je le disais déjà. Il est proche du professeur Alpha Condé et non pas de Kassori. Prenez Madame Silla. On sait de qui elle est la sœur. Notamment de celui-là qui est devenu aujourd'hui, je ne sais pas comment il faut le... Mais en tout cas, le porte-parole du gouvernement, je préfère me limiter à cela. Et qui aussi a ses faveurs auprès du chef de l'État. L'affaire Aïbayrak, du côté du port. Lorsque vous voyez comment le monsieur a revêtu, a donné son onction à ce dossier, vous ne pouvez que comprendre que le chef de l'État lui fasse la part belle. Les gens ont leur propre levier. Hier, c'était un confident, le haut confident du chef de l'État. Aujourd'hui, il est le porte-parole du gouvernement. Il ne faut pas l'oublier. Donc, lui aussi, c'est sa sœur qu'on a placée là. Et puis, qui d'autre encore là? Je ne crois pas qu'il ait lien. Donc, voilà. Donc, pour le moment... Parce que Aminata Silla, elle était déjà dans les grâces du président avant l'entrée au gouvernement. Son frère, oui, bien entendu, avant son frère, et d'ailleurs, qui est... en fait, qui est toujours, je dirais, dans les bonnes grâces de locataire de Sékou Touré. Tout à fait. Donc, il y a cela. Donc, elle était conseillère à la présidence. Là-dessus, je suis un peu dubitatif. Je suis un peu dubitatif. Mais le calcul maintenant ethnique qu'on colle à cela, allait poser la question à quand même celui-là qui est le neveu de la Basse-Côte. Voilà. Donc, est-ce que c'est Kassori Fofana qui pistonne la nomination de ces personnes-là? Je ne saurais le dire, mais si on peut reprocher à Kassori de vouloir placer ces hommes parce qu'il a de l'ambition, je dirais aussi de l'autre côté, vous devriez aussi avoir votre ambition. La question aujourd'hui, normalement, qu'il faille poser est simple. À quand la restructuration du parti présidentiel? Et j'aimerais qu'on ouvre ce débat, si vous voulez, dès demain ou dès après-demain, parce qu'il y a normalement des héritiers naturels d'Alpha Condé qui connaissent, qui maîtrisent sa doctrine. Et puis vous avez des ouvriers de la 25e heure qui sont venus se greffer et malheureusement qui saucissonnent, qui tirent sur les mamelles de la République et prennent toute la crème de la République. Merci Mohamed. Allez-y. Tamba, oui, ça coince, on l'apprend, ça coince pour les missions de vérification dans les 7 établissements publics tels que souhaités par le Premier ministre Dr Ibrahima Kassori Fofana. Alors, pour commencer, je vais réagir à ça. Sincèrement, j'aurais posé le débat autrement. Je ne l'aurais pas posé à l'aune de ces regards-là. Les gens parlent toujours, les gens ont toujours leur... Surtout au RPG Arc-en-Ciel, on voit toujours la petite bête quelque part. J'aurais posé 2 questions. Non, ils le disent. Voilà. Mais moi, ça ne m'engage pas, ça ne m'oblige pas à en parler nécessairement. Oui. Le débat sur le contrôle au niveau de ces instances d'État, je l'aurais posé suivant deux questionnements. Le premier que je me pose aujourd'hui, le premier questionnement que je pose, c'est est-ce que ceux qui partent le sont parce qu'on les a ciblés? Parce que s'il y a eu du ciblage dans les procédures de vérification, à ce moment-là, on peut bien poser le débat. Parce qu'il y a plusieurs régies financières de l'État, il y a plusieurs entités qui nécessitent que l'on y aille et que l'on y fasse un contrôle sérieux, que les résultats soient connus et que si à forfaiture, les gens, ils paient. Donc, ce sont les missions de vérification. Voilà. Elles ne sont pas destinées contre quelqu'un. Non, Aboubacar, ça, c'est le principe général. Celui que tu dégages, c'est bien le principe général. Mais quand on voit comment les choses fonctionnent parfois, on peut bien se poser la question finalement, est-ce qu'il n'y a pas de chasse aux sorciers? Tamba, quand même. Tamba, tu vas pas rentrer dans ça quand même. Je n'entre pas dans ça. Voilà. Je pose mes questionnements parce que je les trouve motivés par une série d'éléments. Voilà. Je les trouve motivés par une série d'éléments. Qu'est-ce qui se passe et qui peut te conduire à... Je vous donne l'exemple que nous tous on a suivi et que d'ailleurs on a dû commenter par la force des choses suivant le même ordre. L'OGP, duquel Paul Moussa Diawara est parti. Mohamed Mara l'a évoqué, mais plusieurs autres animateurs de cette émission et même d'autres journalistes guinéens avaient prédit la venue de M. Kapi à la tête de l'OGP. Effectivement, c'était connu bien avant. Et longtemps avant. On a vu ce que Sanoussi Bantamasso a dit sur le cas de l'OGP, sur Paul Moussa Diawara. Il a promis qu'il partirait. Et Paul Moussa Diawara est parti. Oui. Alors, quand il y a une série d'observations de ce genre, il faut quand même avoir la sincérité de reconnaître qu'il y a pu y avoir la possibilité justement que des gens ont tiré sur les ficelles. Alors, le cas de la direction, la loterie, la Lonagui. Alors, le directeur général, Moussa Moïse, était revenu justement sur ces observations que le monsieur lui-même, il relève.
Je ne dis pas que ceux qui, d'ailleurs je l'ai dit dans le commentaire de cette émission-là, je le redis encore une fois aujourd'hui, je ne dis pas que ce monsieur avait totalement raison sur l'explication qu'il apportait à ce contrôle qui avait été commandité du côté de la LONAGUI. Tout ce que je dis à Boubacar Diallo, c'est que souvent, il y a des gens qui ne sont pas contents et qui décident de vous faire partir, et quand ils promettent, ça se réalise. Ça, c'est la première observation que je fais. La deuxième observation, et ça revient toujours sur cette présentation que Mohamed Mara était en train de faire tout à l'heure, ceux qui viennent en remplacement des directeurs généraux qui sont partis, est-ce qu'ils ont l'étoffe nécessaire pour restructurer, donner un nouvel élan aux structures qu'ils viennent prendre en charge? Ça, c'est la question que je me pose. Importante. Parce que finalement, on va dire Kassori Fofana a fait remplacer un tel fils de la Haute-Guinée, ou en tout cas proche de là, par un autre de la Basse-Côte. Ce discours qui nous ramène même en dessous des caniveaux. Alors, moi, je pose la simple question de savoir, Kapi qui est venu à l'OGP, est-ce qu'il fait mieux que Paul Moussa Diawara? Est-ce que, grâce à son arrivée, l'OGP se porte mieux aujourd'hui? En termes... Dans tous les cas, il a reçu nettement plus de moyens. Des 4x4, dès qu'il a été nommé, des 4x4 à provision, il a reçu plus de moyens que Paul Moussa Diawara. Vous comprenez. Aujourd'hui, vous comprenez ce qu'il y a. Il a pu loger l'OGP dans un bâtiment de l'État. Oui, mais vous y allez parce que dernièrement, il m'avait invité à venir à l'OGP. J'ai vu comment tout était aménagé. C'est assez royal tout ce que j'ai vu. Oui, du tapis rouge. C'est quand même pour aller vers son bureau. Capi, c'est quand même le petit du président. Absolument. Donc, est-ce qu'il a reçu des fonds de l'État pour le faire, ou est-ce que ce sont dans les fonds de l'OGP qu'il a puisé? Parce qu'on sait que du temps de Paul Moussa Diawara, il a un bien meilleur soutien. Abakar, soutien, j'ai encore envie de savoir. Oui, si. Parce que Paul Moussa Diawara gérait l'OGP à partir des ressources même de l'OGP. Est-ce que Capi a obtenu un soutien étranger? Ça, j'ai bien envie de savoir. Mais oui, Tamba. Mais bien que oui, mon petit. Sont venus de la présidence. Ça, c'était un secret de polichinelle. Voilà ce que je suis en train de dire. Voilà ce que je suis en train de dire. Pourquoi Paul Moussa Diawara n'aurait donc pas eu accès au même soutien alors qu'il conduisait l'OGP? C'est une question qui reste. Est-ce que donc l'OGP se porterait mieux désormais avec la venue de Capi? Pas à partir de cette aide qui proviendrait de l'extérieur, mais par exemple sur les recouvrements. Est-ce que désormais l'OGP recouvre un peu plus qu'au temps de Paul Moussa Diawara? Est-ce que les obstacles auxquels Paul Moussa Diawara a dû faire face vers la fin de sa responsabilité? C'est quand même 42 milliards de recouvrer sur les 4 ans. Et bizarrement, en justice, l'État aussi demande 42 milliards. C'est comme si tout ce que vous avez engrangé, vous avez tout dépensé. Alors que les dépenses de fonctionnement n'ont pas été tenues compte dans l'audit. Non, il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses. Par exemple, on reproche à Paul Moussa Diawara d'avoir utilisé de l'argent pour louer ce bâtiment-là. Ça, par exemple, les missions refusent de reconnaître la location même du bâtiment. Avant l'achat même du matériel de bureau, comme les fauteuils et tout. Les missions refusent de reconnaître toutes ces dépenses-là. C'est pourquoi j'ai posé la question de l'acharnement derrière. Et la deuxième question, bien sûr, c'est celle-là que je... Maintenant, pour revenir à ce cas très très rapidement, pour monsieur Ibrahima Kassori Fofana, je croirais difficilement que ce soit un cadre qui verse dans ça. Pas du tout. Je pense qu'il n'y a pas de... Si il y a un seul critère de discrimination chez lui, et c'est mon avis, la compétence. À partir de ce que j'ai vu, c'est bien la compétence et ce que tu as à apporter. Ça, c'est l'observation. Maintenant, que des missions d'inspection soient en souffrance, là, c'est encore l'exception guinéenne. On fait encore face à l'exception guinéenne. Le Premier ministre, chef du gouvernement, commande des missions d'inspection. Et il a dit en accord avec le président de la République. Absolument. En accord avec le président. Parce qu'il a d'abord obtenu l'accord du président de la République. Il commande des missions d'inspection. Et puis, des cadres du parti, donc ne faisant pas partie normalement de l'escarcelle gouvernementale, des cadres du parti au pouvoir réussissent à piétiner, à marcher là-dessus. Ça reste quand même assez curieux. Mais c'est la réalité de notre démocratie. Il suffit simplement d'être en Guinée observateur de la vie politique guinéenne pour savoir que cela est bien possible. Mais il faut que ça cesse. Il faut simplement que ça cesse. Parce que lorsqu'on a dit qu'on veut plus de transparence, lorsqu'on a dit qu'on veut donner plus de ressources aux Guinéens, on veut améliorer leurs conditions de vie, il faut accepter de la transparence dans la gestion de la chose publique. Autrement, ce sera un discours
qui ferait face à des actions contradictoires. Et cette contradiction, malheureusement, qui depuis des décennies déjà, la contradiction guinéenne, fait que nous nous retrouvons dans un pays où nous avons tout, où on dit qu'on a tout, mais malheureusement, ce tout peine à servir les intérêts de chacun des Guinéens. Merci, allez-y Mafoudia. Il faut souvent voir celui qui vient à la tête. On a vu l'arrivée de M. Kao Karé à la tête du conseil d'administration du côté de la Lonagui. C'est un monsieur quand même pour qui il fallait trouver de la place. Un point de chute. Un point de chute. Après son départ, on a vu, je crois c'est Moussa Moïse qui nous a présenté des documents ici, comme quoi le responsable sortant, M. Diawara, aurait avant même son départ, aurait alerté sur certains dysfonctionnements qu'il y avait à l'interne. Mais on ne l'a pas écouté. Je ne dis pas qu'il est blanc, je l'ai dit la fois passée, mais quand même, on a l'impression que nous voyons les défaillances, nous savons qu'il y a quelque chose qui ne marche pas ou qu'il y a une mauvaise gestion, mais ça ne nous dérange pas tant qu'on n'a pas quelqu'un à mettre à la place. Je l'ai utilisé la première fois. Ce qui se passe, je n'y crois pas du tout. Je pense plutôt que c'est une chasse aux sorcières, et c'est là que je rejoins entièrement. Vous pensez que c'est une chasse aux sorcières? Je le pense. Je le pense jusqu'à preuve de contraire. Parce que lorsqu'on a... T'es sérieuse là? Je suis très sérieuse, Aboubacar. Bien. Je suis très sérieuse. En fait, pourquoi je le dis? Parce que lorsqu'il y a une vraie volonté de lutter contre la corruption, il y a des préalables. Quand on parle de la déclaration des biens, par exemple, c'est quelque chose qui est très important pour assurer une population. Quand on veut lutter contre la corruption, il y a ce qui se fait du jour au lendemain. Mais il y a aussi le système qui est là, qui fait que le Guinéen, l'argent du contribuable est mal utilisé. Là, nous allons sur le terrain des dépenses de l'État. Aujourd'hui, quand vous prenez le quotidien des responsables, des ministres, des directeurs, dites-nous qu'est-ce qui est fait dans ce sens pour assurer les Guinéens, pour leur dire, tenez, nous considérons votre argent, nous comptons bien l'utiliser, nous n'allons pas être des rois dans notre pays par rapport à vous. Aujourd'hui, on a vu l'exemple du Rwanda récemment, Paul Kagame, il a eu à vendre combien? Plus de 4000 véhicules de service. Il y a plus de 13 milliards qui ont été épargnés. Et l'argent a été utilisé ailleurs. Quand on prend ne serait-ce que les véhicules qu'utilisent nos cadres, les 4x4 avec le coût, c'est quoi, dans les combien de millions de francs guinéens, quand on prend les frais. Parfois, les 4x4 gouvernementaux, ces Prado V8 là, on les utilise même dans les mariages. J'ai vu un véhicule ministériel avec VA dans un cortège de mariage. Bien entendu. Et la mariée était dedans. Et le carburant, les frais d'entretien, le chauffeur, tout ceci s'est pris sur le compte sur l'argent du contribuable guinéen. Je pense que lorsqu'il y a une vraie volonté, il y a pas mal de choses qu'on pourrait faire en amont. Par exemple, ces dépenses publiques, quand on prend la manière dont l'administration, je me rappelle encore de ce rapport qu'a eu à présenter un économiste sur ce qu'on pourrait épargner. Quand on prend ces cas de carburant ou autres, ou même le matériel qui est utilisé au niveau des services, quand on prend le matériel qu'on renouvelle, même quand il n'y a pas besoin au niveau de l'administration, ou même quand on prend quand on prend les objets qu'on peut bien acheter de l'extérieur, alors qu'on pourrait les faire. Il y a un modèle que j'ai récemment apprécié, je crois que c'est avec la PIP, où ils ont commandé des bureaux avec des ébénistes guinéens. C'est carrément économique. Au ministère des Investissements. Hein. Oui, ils ont commandé ça avec des ébénistes guinéens. Imaginez si on devait commander ça à partir de l'extérieur, ça aurait coûté extrêmement cher. Ce que je veux dire par là, en donnant tous ces exemples, c'est qu'on peut faire beaucoup mieux. La lutte contre la corruption, ce n'est pas forcément... Bon, c'est aussi, mais il y a beaucoup de choses. Sinon, on peut dégommer ces personnes, ça et là. Mais lorsqu'on voit même les personnes qui les remplacent, on se pose la question, c'est mon cas, sur la volonté, la vraie volonté de lutter contre la corruption. Mais encore... Maintenant, à quoi vous dites que ça peut ressembler à une chasse aux sorcières? Mais il n'y a qu'à voir ceux qui remplacent. Il y a un exemple frappant qu'on vient de donner. Monsieur Kapi Camara, on savait très longtemps qu'il était prédestiné à venir à la tête. Comment on peut expliquer cela? Comment on peut l'expliquer? Un autre exemple, c'est l'Anaïm. Comment ça? Non, l'Anaïm, il y a eu des révélations dans la presse et tout ça. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que tu as un ministre même du gouvernement qui milite en faveur, si vous voulez, de la nomination soit de sa personne ou de quelqu'un de la région de Boké à la tête de l'Anaïm. Je ne veux pas dire le nom. Non, Mohamed, on est chez les GG, qui ça? Mais c'est une réalité. Qui ça, Mohamed? Attendez, nous menons des enquêtes. Non, attendez quand même. Oui, vous avez... À l'époque, il n'était pas encore au gouvernement. Il est entré par la suite. Mais nous, les journalistes, nous savons. C'est une réalité. Le fonds pour la sauvegarde de l'environnement. D'ailleurs, nous menons une enquête là-dessus. On va y revenir dans les jours, parce qu'on n'a pas encore bouclé l'enquête. Mais qui
sait aujourd'hui combien de milliards rentrent là-bas. Ne serait-ce que le Fonds mondial pour l'environnement. Normalement, c'est une enveloppe de 40 millions de dollars pour la Guinée sur 4 ans. Cet argent-là, si on le décaisse. Et le point focal, c'est le patron, c'est le DG de ce fonds-là. Toutes les sociétés, Sibori, toutes les sociétés en Guinée qui sont dans le plastique, l'industrie chimique, tous ceux qui polluent en Guinée, payent les taxes à ce fonds-là. Mais où va ce fonds? Où va ce fonds? Le jour où on va ouvrir ce dossier-là ici, vous allez voir, il y a des gens qui risquent de s'étrangler dans leur bureau. L'impôt. Je disais la dernière fois, j'ai dit, mais personnellement, je me pose un peu de questions. Vous avez une inspection, une deuxième, et on programme une troisième, mais en un temps record. C'est quoi la question que l'on se pose? Prenez, comment on appelle ça, la société navale. S'il vous plaît, si tu me dis qu'il n'y a pas un calcul politique derrière cette histoire et qu'il n'y a pas au moins une dose de chasse aux sorcières, Aboubacar, je ne te croirai pas. Pourquoi l'inspection générale d'État a levé le pied? Pourquoi? La question est posée. Non, mais là-bas, en interne, on nous dit qu'ils subissent des pressions depuis le jour où Kassori leur a demandé d'embrayer sur ces régimes. Mais la vérité aussi... Non, mais à l'inspection générale du travail, ça ne travaille plus. C'est un service qui est à l'arrêt. Vous y allez, il n'y a personne. Justement. Les 42, mais ils sont à la maison. Ils tournent le pouce. Justement. Oui, mais il faut aussi comprendre. Attendez la consigne, donc restez là. Oui, mais il faut aussi comprendre. L'inspection générale du travail, ce sont des gens dont la mission aussi coûte cher. Ça, on le dira peut-être ailleurs. La question des enseignants dont on parlait, pourquoi ils ne sont pas mêlés à cette commission-là? Vous savez combien ils ont demandé, ne serait-ce qu'en carburant? 300 litres au jour pour chaque véhicule. Ça coûte ça, mon frère, 6 milliards. Rien que pour leurs agents, alors que toute la mission ne fait que 2 milliards. Merci Mohamed pour clore. Et dire que c'est sur cette équipe qu'on va compter, ce qui veut dire qu'il va falloir dépenser plus d'argent que ce qu'il faudrait récolter par endroit. Ça ne colle pas, c'est un paradoxe. Mais c'est un peu ça. Moi, ce que je veux dire, c'est que s'il y avait vraiment cette volonté, je vous jure, on ne passerait pas une semaine en Guinée aujourd'hui sans qu'on nous dise, écoutez, tel cadre a été dégommé. Parce qu'il y a vraiment un système, la corruption aujourd'hui a engrainé l'administration guinéenne. C'est une réalité. Il y a beaucoup de situations, mais lorsqu'on attend au bout de 2 mois, 3 mois, on voit quelqu'un qui quitte et après, on voit une autre personne qui arrive et ça même, ce n'est pas un secret. On sait que la personne devait être là. Donc, c'est un point de chute qu'on cherchait pour d'autres qui étaient là, tapis dans l'ombre, qui n'avaient plus, qu'il fallait récompenser. Et c'est là le problème. Et tant qu'on ne sortira pas de ça, ce n'est pour moi, ce qui se passe là, ce n'est pas une lutte contre la corruption. Parce que si c'était une lutte contre la corruption, on verrait les choses autrement. Allez-y, Tama, 30 secondes. Cela dit, il nous faut ces missions d'inspection. Il faut y aller malgré tout. Même si c'est une chasse aux sorcières, celui qui n'a pas volé, on ne te prendra pas. Si tu as volé, on va te prendre. Donc, il nous faut prendre les voleurs et puis les dégager. Voilà. La suite. Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée.